Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle capsule de Jinbov le MOOC sur la gynécologie bovine. Et donc, on est toujours dans son quatrième module qui traite les causes d'infertilité femelle et on s'est arrêté sur les causes extrinsèques de cette infertilité. Donc, pour ces causes d'infertilité extrinsèques, on les a classées selon l'origine. Et donc, on a dans un premier lieu l'origine alimentaire et nutritionnelle. Ensuite, on a les causes qui sont liées à la gestion et à l'environnement, notamment les conditions d'entretien et la saison. Donc, ensuite, on va voir aussi les causes qui sont liées à la détection des chaleurs et puis les conditions d'insémination artificielle. Et donc, on commence par les causes nutritionnelles qui sont dues soit au déséquilibre énergétique, déséquilibre azoté, déséquilibre en minéraux, mais aussi à l'état corporel de la vache. On commence par les déséquilibres énergétiques. Donc, les apports énergétiques ne doivent être ni en excès ni en déficit pour avoir cet équilibre correct. Et donc, on va voir le cas d'un animal en antépartum et puis en postpartum. Et donc, en antépartum, on a les déficits énergétiques et les excès énergétiques. Et donc, on va voir chaque cas de figure, les conséquences qu'on va avoir. On a un bilan énergétique qui est négatif en plus d'un amaigrissement qui peut survenir si les besoins accrus en fin de gestation ne sont pas vraiment compensés par une alimentation qui est adéquate. Donc, ceci va entraîner une mobilisation précoce des réserves graisseuses, une stéatose hépatique, mais aussi une déficience en prostaglandine F2-alpha nécessaire à la contractilité utérine, mais aussi bien sûr à l'expulsion du placenta. Et donc, on va voir un vélage qui est difficile, des rétentions placentaires, des métrites aussi, des prolongements de l'anostrus postpartum, etc., qui vont affecter bien sûr la fertilité. Ensuite, en cas d'excès cette fois-ci, donc énergétique, un excès énergétique antépartum, il est plus fréquent que les déficits énergétiques antépartum. Et donc, un état d'embonpoint qui est excessif au vélage peut provoquer donc bien sûr le syndrome de la vache grasse qui est caractérisé par une réduction de l'appétit postpartum et donc une mobilisation excessive des réserves corporelles. On peut aussi avoir des troubles métaboliques graves, notamment la stéatose hépatique aussi, la cétose, la fièvre de lait, etc. Ça peut aussi provoquer des métrites et des mammites ou toute autre infection, mais il peut aussi entraîner ou compliquer l'expulsion du veau et donc des dystocies. Ensuite, en cas de postpartum cette fois-ci, donc les apports alimentaires ne vont pas suffire à couvrir les besoins à la production laitière. Ceci va bien sûr obliger les vaches à mobiliser leurs réserves adipeuses et donc on aura un impact sur le recrutement et la phase terminale du développement folliculaire. On aura aussi comme conséquence une diminution de la taille des follicules dominants et des corps jaunes et une réduction de temps de persistance des follicules dominants. Donc la durée et l'ampleur de ce déficit vont varier en fonction de la qualité du volume de la ration, du niveau de production laitière et l'état de réserve corporelle au vélage. Ce déficit par conséquent va provoquer un allongement de l'intervalle vélage-insémination fécondante. Cependant, quand on a un excès énergétique en postpartum, donc ces excès sont rarement observés chez les vaches laitières, mais certaines études ont associé un apport alimentaire qui est excessif ou une ration qui est trop riche en concentré énergétique après le vélage à une augmentation de la fréquence des kystes ovariens. Il y a aussi des recherches qui ont également montré qu'un excès énergétique autour de l'ovulation surtout peut nuire à la sécrétion de la progestérone. Donc ces déséquilibres énergétiques sont illustrés dans ce schéma où on a les effets d'un déficit énergétique ou un bilan énergétique négatif trop marqué surtout en début de lactation sur la reproduction. Et donc on a un bilan énergétique négatif qui va nous provoquer une augmentation des maladies métaboliques, notamment l'acétonémie, la lipidose, les déplacements de la caillette, les métrites, les mammites, etc. Ces maladies qui vont aussi nous provoquer une diminution de la consommation de la matière sèche qui peut aussi être une cause de ce bilan négatif.
Ce bilan énergétique négatif va aussi nous provoquer l'augmentation de la fréquence des kystes ovariens, la diminution de la condition de chair et aussi la diminution de la fonction des ovaires mais aussi de l'utérus. Donc cette diminution de la condition de chair va nous augmenter la période d'attente et cette augmentation de la fréquence des kystes ovariens va augmenter les occasions de saillir mais aussi ceci peut aussi résulter de la diminution de la fonction ovaire-utérus. En plus de la diminution de succès de l'insémination artificielle, tout ça pour donner l'augmentation de l'intervalle vélage-insémination fécondante. Passons maintenant au déséquilibre azoté. Donc, les déséquilibres azotés, qu'ils soient en déficit aussi ou en excès, peuvent affecter la reproduction des vaches. Et donc, en cas de déficit azoté, ça réduit l'efficacité de la digestion en conduisant ainsi à un déficit énergétique. Et donc, cela va pénaliser les performances globales de l'animal et peut causer des troubles de fertilité similaires à ceux qui sont causés par un déficit énergétique qu'on a vu tout à l'heure. Et donc, ces carences en azote doivent être en fait sévères et allongées pour avoir un impact et qui est vraiment notable sur la reproduction. Sinon, l'excès azoté, surtout dans les périodes d'insémination artificielle, va nous provoquer une augmentation de l'urémie, mais aussi de l'ammoniémie. Et donc, quand on a cette augmentation de l'urée et de l'ammoniac, ceci a un effet direct qui est cytotoxique sur les spermatozoïdes, les ovocytes et même les embryons. Donc, il est toxique pour le sperme, l'ovocyte, mais aussi elle est abortive lorsqu'elle est injectée dans le liquide amniotique. L'urée et l'ammoniac altèrent aussi les fonctions endocrines, notamment la diminution de sécrétion de LH et le fonctionnement du corps jaune, et donc on va avoir une hypoprogestéronémie. Les vaches recevant une ration qui est riche en azote dégradable perdent davantage de poids en début de lactation, avec un taux de réussite à l'insémination plus faible et un allongement de l'intervalle vélage-insémination fécondante. Passons maintenant au déséquilibre en minéraux et donc on commence par le calcium et donc en cas de carence de calcium surtout en fin de gestation, donc on aura des troubles de fécondité de type retard d'involution utérine et retard aussi d'apparition de cyclicité après un vélage, des dystocies, des prolapsus utérins, etc. Sinon, en cas d'excès de calcium, on aura une augmentation du pH intestinal et une diminution d'absorption intestinale du coup de phosphore, magnésium, zinc, cuivre et magnésium, iode aussi. Et donc un impact sur le ratio calcium-phosphore où on aura des variations importantes de ce ratio et du coup on va avoir des baisses de performance de reproduction. Ensuite, on passe au phosphore. Donc, le déficit en phosphore est la carence minérale la plus connue et la plus souvent invoquée comme cause d'infécondité et d'infertilité chez la vache laitière. Donc, cette carence peut provoquer des troubles de fertilité de type augmentation de repeat breeding, de kystes ovariens, d'anostrus, avec un risque bien sûr d'ostéomalacie. Donc ce risque va venir du fait que avec le calcium, donc le phosphore intervient dans la constitution et la formation de la substance minérale osseuse et donc il peut être mobilisé en cas d'insuffisance pour faire face aux besoins de l'organisme. Et donc on va avoir une ostéomalacie. Donc sinon, en cas d'excès, on aura donc une formation de complexes insolubles avec le magnésium et donc une augmentation de troubles de reproduction. En cas de carence en magnésium, on aura de longs vélages, des non-délivrances, des retards d'involution utérine, etc. Par contre, en cas d'excès, c'est pas mentionné ici, mais aussi en cas d'excès de magnésium, ça peut prédisposer l'animal à des troubles métaboliques, notamment la fièvre du lait. Pour les oligo-éléments cette fois-ci et les vitamines, c'est notamment on a donc une place très importante de la vitamine A dans cette partie où elle joue un rôle important vis-à-vis de la fécondité. Donc en effet, elle interfère dans l'élaboration des hormones gonadotropes. Et donc, chez la femelle non gestante ou vide, la carence se traduit par blocage de cycle ovarien dû à des troubles de folliculogénèse, mais aussi de l'ovulation. Cette carence peut aussi être l'origine de l'infantilisme gonadique.
Par contre, chez une femelle qui est gestante, une avitaminose en A provoque soit une mortalité embryonnaire, soit un avortement, ou aussi une momification ou bien naissance de produits qui sont chétifs ou aveugles, qui sont aussi peu résistants aux maladies. Donc, une rétention placentaire émétrite peuvent aussi être observées en cas de avitaminose A chez les femelles gestantes. On a aussi la vitamine E et le sélénium qui jouent un rôle très important et qui ont une action conjointe qui affecte la fertilité. Donc, en cas de carence, on va avoir des effets protecteurs à l'égard des rétentions placentaires, à l'égard des métrites aussi, voire des kystes folliculaires et même des infections mammaires. Et donc, quand on a une carence de ces deux éléments, on aura donc automatiquement l'apparition de ces pathologies. Donc, en cas de carence en zinc et en cuivre, associée à la carence aussi en sélénium et vitamine A. Donc, surtout durant la période de tarissement, donc on aura une compromission de la résistance du nouveau-né et donc probablement une mortalité embryonnaire. Sinon, on peut avoir un accroissement des taux de rétention placentaire. Pour l'état corporel, donc, et lors d'un examen de l'état corporel chez une vache, il est important de considérer l'ensemble de régions, notamment la région caudale, où on observe les tuberosités ischiatiques, les vertèbres coccygiennes, crâniales, mais aussi de la région lombaire, notamment les apophyses épineuses et transverses des vertèbres lombaires. Et donc, l'opérateur doit se tenir directement derrière l'animal pour mieux voir ces endroits du corps. On peut aussi procéder par une palpation manuelle des tissus adipeux sous-cutanés associés à une inspection visuelle qui est bien sûr essentielle pour obtenir une meilleure précision et tout en évitant les erreurs qui sont dues à l'état du pelage. Et donc, on attribue à chaque région une valeur située entre score 1 qui est un état émacié et le score 5 qui est l'état le plus gras. Donc, pour l'état corporel, donc l'estimation de ce BCS ou l'état corporel doit être idéalement réalisée à 5 reprises au cours d'un cycle de reproduction. Donc, la première évaluation, c'est l'obtention d'un état corporel au moment du vélage. Ça doit être bien sûr un objectif primordial et prioritaire pour l'éleveur laitier. Et donc, des valeurs comprises entre 2,5 et 3,5 pour les primipares et 3 à 4 pour les multipares sont recommandés. Deuxième évaluation doit être réalisée au début de la lactation, donc cette période où les vaches laitières perdent quotidiennement 0,5 à 1 kg de poids corporel, donc coïncide avec celle de l'involution utérine ou aussi de la première insémination artificielle. Et donc, des valeurs comprises entre 2 et 2,5 chez les primipares et 2 à 3 chez les multipares sont recommandées. Ensuite, pour la troisième évaluation, elle s'effectue au milieu de la lactation où l'état corporel doit être compris entre 2,5 et 3. La quatrième évaluation sera réalisée à la fin de la lactation et l'état corporel des vaches doit être situé entre 3 et 3,5. Ensuite et dernièrement, donc cinquième évaluation, c'est au moment du tarissement où l'état corporel doit être compris entre 3 et 4. Et donc cette valeur optimale doit également être maintenue jusqu'au vélage tout en évitant des gains ou pertes excessives de poids. Donc, il faut noter qu'une augmentation des apports énergétiques avant la période de reproduction, ou ce qu'on appelle le flushing, ou avant le vélage, ce qu'on appelle le steaming up, améliore les performances, surtout chez les vaches en mauvais état corporel. On passe maintenant à un autre type de cause extrinsèque d'infertilité qui est les conditions d'entretien. Donc, ces conditions d'entretien sont essentiellement le type d'habitat, la taille du troupeau, les mesures d'hygiène, etc. Et donc, pour ce qui est type d'habitat, donc on a des recherches ont mis en évidence que l'anostrus est plus court chez les vaches en stabulation libre que chez les vaches en stabulation entravée. Et donc, cette stabulation libre permet la détection qui est facile de chaleur par des chevauchements des animaux en chaleur et la stimulation de l'instinct sexuel chez les femelles primipares.
Et donc, en général, les bovins à la pâture non seulement bénéficient d'une bonne nutrition, mais aussi un meilleur état de santé et le contact avec les autres animaux du troupeau et éventuellement avec les taureaux peut stimuler l'instinct sexuel et la fonction ovarienne. Et aussi, on a l'exercice journalier qui semble accélérer l'involution de l'utérus après le vélage et le retour à une fertilité normale. De ce fait, on doit préférer donc, la stabulation libre à la stabulation entravée. Pour la taille du troupeau, donc, la plupart des études concluent à la diminution de la fertilité avec la taille du troupeau. Comment donc, les animaux sexuellement actifs ont tendance à se regrouper, donc l'effet stimulant sur l'activité de monte se manifeste avec plus d'intensité. Par conséquent, l'intensité de l'œstrus aussi va augmenter avec la taille du troupeau. Ensuite, pour les mesures d'hygiène, donc il faut absolument respecter les règles d'hygiène générale pour contrôler la densité microbienne de l'étable. Mais il est important de surveiller l'hygiène, particulièrement en période de vélage en raison des complications bien sûr infectieuses de la non-délivrance. Donc, on a aussi, selon des études, la fertilité et la fécondité des vaches peuvent varier aussi selon les saisons. Et donc, on a dans un premier lieu, il faut noter le disponible alimentaire qui n'est pas vraiment garanti tout au long de toutes les saisons. Et donc, ça joue aussi un rôle dans le facteur saison. Ensuite, on a en région tempérée, la fertilité est maximale au printemps et minimale en hiver. Et aussi les vaches qui vêlent en automne montrent un pourcentage plus élevé de repeat breeders, tandis que la durée de l'anostrus postpartum est plus longue chez les vaches qui sont allaitantes en hiver et plus courte chez les vaches laitières en automne. La température affecte aussi négativement les signes de chaleur, la progestéronémie qui est plus basse en été qu'en hiver, ainsi que la libération de LH. Les variations de la photopériode aussi influencent la reproduction tout en affectant la puberté, le vélage, l'involution utérine et aussi l'anostrus postpartum. Donc ceci est un schéma pour illustrer un peu les effets du stress thermique sur la reproduction. Et donc on a ici le stress thermique qui va nous donner une réduction du niveau d'ingestion. Cette réduction de niveau d'ingestion va influencer négativement la balance énergétique et donc on va avoir un déficit énergétique. Donc ce déficit énergétique, comme on a dit, va diminuer la sécrétion de GnRH mais aussi de LH qui va bien sûr avoir un effet négatif sur la sécrétion des oestrogènes aussi. Et donc, on va avoir une faible expression des chaleurs et une médiocre qualité ovocytaire. Et donc, ceci va nous donner une infertilité. On passe maintenant aux conditions de la détection des chaleurs. Donc, dans un premier lieu, la détection de chaleur repose sur l'observation. Et donc, on doit, dans un premier lieu, et avant d'entamer les autres examens, il faut très bien observer les animaux et signaler les signes comportementaux. Donc, déjà, on a en début des chaleurs des vaches qui ont tendance à monter sur les autres animaux. On a un écoulement de fil de mucus de la vulve au sol. Par contre, au milieu des chaleurs, on a surtout le caractère de la réceptivité sexuelle où on a les vaches qui acceptent le chevauchement. Ensuite, en fin de chaleur, on ne voit généralement qu'un fil de muqueuse qui mesure environ 25 à 30 cm de long. Ensuite, on passe à la palpation transrectale et on a les changements suivants qui passent un peu chez les vaches en ostrus. Et donc, pour le col de l'utérus, donc on a un relâchement. Ensuite, pour la corne utérine, donc sa consistance elle est charnue et elle est bombée et ferme en début de chaleur. Elle est modérément plate et molle en milieu des chaleurs. Par contre, en fin des chaleurs, elle est totalement molle. Donc, pour le corps jaune, on ne doit pas avoir un signe de corps jaune mature dans les ovaires pour dire que cette vache est bien en ostrus. Et donc, en général, on a un utérus qui est tonique et qui est turgescent.
Ensuite, on pourrait passer à l'examen vaginal où on a un œdème vulvaire et une disparition des plis avec bien sûr en début des chaleurs des lèvres vulvaires qui sont rose clair, en milieu des chaleurs des lèvres qui sont rose foncé. Par contre, en fin des chaleurs, on a des lèvres qui sont cyanosées. Pour aussi les techniques de détection de chaleur, donc à part l'observation visuelle, à part la palpation transrectale et aussi l'examen vaginal, on peut procéder par l'utilisation des animaux souffleurs qu'on appelle des teasers. Donc ces animaux teasers se réfèrent aux animaux capables d'identifier et de monter une vache en chaleur, mais ne pouvant pas la féconder naturellement. Et donc pour ce faire, on a deux types d'animaux teasers. On a soit un taureau teaser ou une vache androgénisée. Donc le cas de taureau teaser, c'est un taureau en fait qui a été chirurgicalement modifié afin qu'il ne puisse pas effectuer l'intromission lors de l'activité de la montée. Et donc plusieurs techniques peuvent être utilisées à cet effet, notamment la vasectomie, l'épididymectomie caudale, la déviation pénienne, la pénectomie. Et aussi, on pourrait donc faire une combinaison de toutes ces techniques comme la vasectomie associée par exemple à la déviation pénienne. Il y a quand même un avantage de l'utilisation de ces taureaux teasers dans les troupeaux de bovins. Cet avantage, c'est que leur présence va stimuler la reprise de la cyclicité postpartum des vaches et donc réduire l'intervalle entre vélage et premier ostrus. Et donc, mais quand même, on a des inconvénients de ces techniques, notamment les taureaux teasers peuvent avoir une préférence pour certaines vaches et alors en manquer d'autres qui sont vraiment en chaleur. De plus, ces animaux teasers peuvent bien sûr perdre leur libido avec le temps et une fois qu'ils remarquent qu'ils ne peuvent pas féconder les vaches lorsqu'ils les montent. Il faut aussi noter qu'il faut choisir des animaux ou des taureaux teasers ayant un tempérament docile car ces taureaux sont séparés des vaches bien sûr avant l'insémination artificielle. Donc les autres animaux qu'on peut aussi utiliser comme des animaux teasers sont les vaches androgénisées. Et donc cette méthode repose sur des injections systématiques hors AMM de testostérone en intramusculaire bien sûr, ceci tous les 2 jours pendant 3 semaines. Ou sur l'implantation, bien sûr, de testostérone ou ostradiol, plus ostradiol d'une vache réformée non destinée à la reproduction ou d'une génisse frimartine pour maintenir, bien sûr, un comportement sexuel agressif constant. Donc, les vaches injectées sont généralement sexuellement actives et chevauchent d'autres vaches en chaleur quelques jours après le traitement. Les avantages de cette méthode sont que le coût est relativement bas. Les animaux androgénisés ne peuvent pas transmettre de maladies vénériennes aussi et ils peuvent être vendus pour l'abattage après la saison de reproduction. Il est crucial par contre que ces animaux soient exempts de problèmes aux pieds et soient dominants afin d'afficher activement un comportement sexuel en montant des vaches qui sont en ostrus. On a aussi, parmi les autres techniques de détection de chaleur, on a le marquage sur la base de la queue de la vache avec de la craie, de la cire colorée aussi ou de la peinture, donc pour aider à identifier les vaches qui ont été montées. Donc dans ce cas, la peinture est frottée ou étalée sur les côtés de la base de la queue jusqu'à la croupe, tout en indiquant que la vache a été chevauchée par une autre vache. Donc cette méthode présente l'avantage d'être moins coûteuse que les patchs d'alerte qui sont montés sur la croupe. Et on a cet exemple de marqueur qui est le marqueur de bétail All Weather Paint Stick qui peut être utilisé pour appliquer une couche épaisse de crayon sur le dessus de la base de la queue de la vache afin de détecter le problème ou le comportement de chevauchement. Ensuite, on a les patchs d'alerte qui sont montés sur la croupe. Et donc, ces images montrent des génisses Holstein qui montrent des génisses Holstein avec des détecteurs de chaleur qui sont collés sur la base de la queue pour aider à identifier les femelles qui ont montré un comportement d'ostrus debout.
Donc ces patchs contiennent généralement une petite fiole de liquide avec une plus petite fiole de couleur qui se casse lorsque la pression est appliquée par la montée. Et donc, les animaux avec ces détecteurs de chaleur activés, par exemple de couleur rouge, sont considérés comme étant en oestrus. Et donc, dans cette première image, on a le détecteur de chaleur n'est pas activé et donc ça indique que cette génisse n'a pas été montée. Alors que dans la deuxième image ici, on a une génisse qui a montré un détecteur de chaleur activé qui est de couleur rouge, ce qui indique qu'il a été monté. On n'a pas que ce modèle de patch, on a aussi des patchs auto-adhésifs de détection de chaleur avec une surface argentée à gratter. Et donc, lorsque l'animal en position debout est monté, la couche de signal brillante en dessous est révélée pour une identification facile. Ensuite, on a le podomètre, donc qui indique le nombre de pas par heure d'une vache en oestrus, qui est approximativement 2 à 4 fois plus grand que celui d'une vache en diœstrus. Et donc, les podomètres sont des dispositifs électroniques qui sont fixés à la patte d'une vache, donc comme vous voyez dans l'image, pour bien sûr compter ses pas en tant qu'indicateur de son activité physique lors de l'ostrus. Et donc, le nombre de pas qui résulte est comparé à son nombre de bases lorsqu'elle est en anostrus. Et de ce fait, la vache est considérée en ostrus lorsque ce nombre de pas dépasse les valeurs de base. Que dans ce cas, le système va envoyer un signal au récepteur pour signaler l'événement. Pour ce qui est efficacité de cette méthode, elle est variable car elle va dépendre des conditions de logement. Donc les podomètres sont plus efficaces pour détecter les chaleurs en oestrus lorsqu'elles sont logées en stabulation libre. Mais leur utilité est limitée en stabulation qui est entravée où ils ne peuvent pas afficher un comportement de marche qui est accru. Et donc, on peut faire une combinaison d'observations visuelles et d'une ou plusieurs aides à la détection qu'on a vues pour augmenter l'efficacité de la détection des chaleurs par rapport à l'observation visuelle ou aux aides de détection seules. Donc, on est arrivé à l'insémination artificielle et donc il faut noter que lors de l'insémination artificielle, il faut faire attention à ces 3 éléments essentiels pour la réussite de cette insémination. Donc la première, c'est le timing de l'insémination artificielle et donc il est crucial de respecter le timing bien sûr correct pour inséminer les vaches en oestrus. Ensuite, on a la semence et sa qualité. Et donc, il faut avoir une semence d'une bonne qualité pour réussir l'insémination. Ensuite, troisièmement, c'est la technique et le lieu de dépôt de la semence. Donc, si on n'a pas la technique et si on n'a pas mis la semence dans le lieu de dépôt adéquat, donc on n'aura pas une insémination artificielle qui est réussie. Donc, premièrement, c'est le timing et donc la détection précise des chaleurs, elle est cruciale dans le succès de l'insémination artificielle. Et donc, premièrement, il faut savoir que l'ovulation survient généralement environ 28 à 32 heures après le début de l'ostrus chez la vache laitière. Ça, d'un côté. D'autre côté, on a la période optimale de fertilité des ovocytes est estimée entre 6 et 12 heures après l'ovulation. Ensuite, on a la durée de vie viable des spermatozoïdes dans le tractus reproducteur femelle est estimée à 24 à 30 heures. Et donc, compte tenu de ces limites que je viens de dire, la fenêtre d'opportunité est très courte pour une fécondation réussie. On a des premiers travaux qui ont conduit à l'établissement de la recommandation matin-après-midi, selon laquelle les vaches en chaleur le matin devraient être inséminées l'après-midi et celles en chaleur l'après-midi devraient être inséminées le matin suivant. Mais des vastes essais sur le terrain ont indiqué que le taux de conception maximum ne sont peut-être pas atteints en utilisant cette règle matin-après-midi. Et donc, le taux de conception les plus élevés pour les inséminations artificielles se situe entre 4 et 12 heures après le début des chaleurs. Donc, ceci, c'est un schéma pour mieux illustrer, bien sûr, le timing correct pour inséminer des vaches. Donc, pour la semence, donc, il faut faire attention à 3 éléments donc, qui sont la gestion des réservoirs de sperme, le stockage du sperme congelé, mais aussi la méthode de décongélation de la paillette. Donc, tout ça peut influencer la qualité
du sperme et donc la qualité de l'insémination artificielle. Pour la technique de l'insémination artificielle, donc l'approche la plus courante est d'utiliser une technique recto-vaginale pour déposer le sperme dans le corps utérin. Donc il faut noter que le lieu de dépôt, c'est le corps utérin, juste en avant de l'orifice interne du col de l'utérus. Et divers programmes de formation sur l'insémination artificielle sont disponibles pour les gens qui veulent donc faire ces formations. Mais par contre, développer la compétence pour passer la canule d'insémination à travers le col de l'utérus ne devrait jamais et ne devrait pas être le seul objectif d'un programme de formation en insémination artificielle. De plus de maîtriser cette pénétration cervicale, il faut très bien souligner l'importance de l'hygiène et les compétences perfectionnées pour identifier de manière constante le bon site de dépôt de sperme et pour déposer le sperme avec précision. Pour les étapes de la technique, donc le pistolet d'insémination chargé est placé dans un couvercle en plastique sanitaire pour le protéger contre toute contamination vaginale. Et la vache doit être correctement immobilisée en veillant à minimiser le stress. Donc, dans un premier lieu, comme vous voyez dans l'image, le bras est introduit dans le rectum pour localiser le col de l'utérus et le saisir fermement. Donc la deuxième étape, après avoir nettoyé la vulve avec une serviette en papier, le pistolet d'insémination couvert est inséré dans le vagin sans toucher les lèvres de la vulve et ensuite il est introduit à travers le vagin jusqu'à l'orifice cervical externe. Il convient d'éviter l'orifice urétral, le pli vaginal et le fornix vaginal. Et donc, pour éviter la possibilité de pénétrer dans l'ouverture urétrale, c'est-à-dire il faut insérer la canule d'insémination dans la vulve à un angle de 30 à 40 degrés pour bien sûr aller sur le plancher du vagin. Pour le fornix vaginal, il a tendance à s'étirer assez facilement lorsque le pistolet de l'insémination est poussé vers l'avant au-delà du col de l'utérus. Donc ensuite, la troisième étape, c'est que la tige est avancée en manipulant le col de l'utérus et en maintenant une pression ferme, comme vous voyez dans l'image, une pression qui est ferme et constante sur l'instrument. Il convient aussi de prendre soin d'éviter de coincer la pointe de la tige sur les plis cervicaux. Donc ensuite, le lieu de dépôt de sperme. Donc l'objectif de dépôt de sperme est en fait le corps utérin. Comme le corps utérin est assez petit, un positionnement précis du pistolet d'insémination est primordial. Et en général, ce site est identifié en sentant l'orifice interne du col de l'utérus et la pointe du pistolet d'insémination alors qu'il passe à travers l'orifice interne et entre dans le corps utérin. Donc, une fois que la tige de l'insémination est correctement positionnée, le col de l'utérus doit être maintenu parallèle à l'axe longitudinal de la vache et le sperme est déposé sur une période d'environ 5 secondes. Et il faut noter qu'une administration lente maximise la quantité de sperme délivré dans la paille et minimise l'écoulement inégal du sperme dans une corne utérine. Et pendant ce processus de dépôt de sperme, il convient de veiller à ce que les doigts de la main qui palpent ne bloquent pas involontairement la corne utérine ou ne dirigent pas le flux de sperme de manière incorrecte. Il faut aussi donc convenir à prendre soin d'éviter de retirer le pistolet d'insémination rapidement à travers le col de l'utérus pendant cette procédure de dépôt de sperme. Et donc, cette capsule touche à sa fin. Donc, merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine capsule, toujours dans les causes d'infertilité et cette fois-ci les causes intrinsèques.